les bizarreries de la nature, les phénomènes paranormaux m'ont toujours fasciné. Puis j'ai réalisé que l'étiquette paranormale était placée sur ces phénomènes, qui ne peuvent être expliqués par la science traditionnelle. Entre autres choses, l'antigravité et la lévitation d'objets plus petits ou plus grands par des forces invisibles et ils peuvent même voler à grande vitesse. Les ailes des bourdons sont trop petites pour soulever leur gros corps, mais ils peuvent très bien voler et même manœuvrer. Si l'antigravité fonctionne pour les petites choses, est-ce qu'elle fonctionne pour les choses grandes et lourdes? L'antigravité avait-elle été utilisée dans la construction d'anciennes structures mégalithiques? Viktor S. Grebennikov est le scientifique, naturaliste, entomologiste professionnel, peintre doué et, dans l'ensemble, spécialiste bien éduqué avec un large éventail d'intérêts. Pour de nombreuses personnes et scientifiques en Russie, il est bien connu comme découvreur de l'effet structurel de cavité, XC. Mais c'est loin d'être le cas, tous connaissent son autre ouverture, également empruntée aux secrets cachés de la nature vivante. En 1988, il a découvert les effets antigravitationnels des coquilles chitineuses de certaines espèces d'insectes. Mais le phénomène le plus étonnant associé à l'antigravité était un phénomène à lui seul, soit une invisibilité partielle, soit une perception visuelle déformée de l'objet matériel qui se trouvait dans une zone de gravitation nulle. Sur la base de cette opportunité et en utilisant les principes de la bionique, l'auteur a conçu et construit une plateforme antigravitationnelle, et a également développé des principes de vol habité pratique avec une vitesse allant jusqu'à 1500 km/h. Depuis les années 1991-92, l'appareil était utilisé par l'auteur comme moyen de transport rapide. Il existe un large spectre bien connu des effets biogravitationnels de la phénoménologie naturelle, apparemment, appropriés non seulement à certaines espèces d'insectes. Par exemple, il existe de nombreux cas contrôlés expérimentalement de diminution de poids d'objets matériels sous influence psychokinétique humaine dirigée, de lévitation du yogi dans les états de méditation transcendantale profonde de Maharishi, de lévitation des médiums ou même de disparition totale dans quelques rares séances de communication spiritualiste, etc. Grebennikov était un jeune homme intelligent et curieux, et il est devenu l'un des premiers d'une nouvelle génération instruite. C'est cette éducation qui l'a conduit à l'âge adulte à Novosibirsk, à la pointe sud de la plaine de Sibérie occidentale. Là, Grebennikov s'est intéressé à un large éventail d'intérêts, devenant un scientifique, en particulier un entomologiste, qui est l'étude des insectes, mais aussi un naturaliste, un peintre et un homme de plein air robuste. Effet structurel de cavité, XC. C'est cette histoire d'amour avec la nature, loin des bureaux encombrants et des gros livres habituellement associés aux scientifiques, qui envoya Grebennikov sur la voie de la découverte qui allait définir sa vie. C'est arrivé presque entièrement par hasard un soir au début des années 1980. Grebennikov s'adonnait à son passe-temps favori, errant seul dans la vaste steppe avec l'intention de camper à la belle étoile. Alors qu'il posait sa tête sur un oreiller de fortune, Grebennikov était submergé par une sensation désagréable, maux de tête, bourdonnement d'oreilles et un goût métallique dans la bouche. Il s'est rendu compte qu'il avait installé un camp au sommet d'une ville souterraine d'abeilles, qu'en fait, selon ses propres mots, toute la steppe est tachetée de leurs trous comme du fromage suisse, et par endroits, presque comme une éponge. Qu'est-ce que cela pourrait signifier, se demanda Grebennikov. Il est revenu à l'endroit 4 fois de plus, en variant le temps et les heures de la journée, et à chaque fois, il a trouvé les mêmes résultats. Il a noté qu'à 5 mètres de la limite de la ville des abeilles, il n'a ressenti aucun effet, mais dès qu'il est entré dans la zone, il s'est senti tout aussi désagréable. Cela a pesé sur l'esprit de Grebennikov pendant un certain temps, jusqu'à ce que des années plus tard, il se trouve dans une région où une autre ville apicole était récemment morte, c'est-à-dire effondrée à cause de l'érosion et du passage du temps. En enquêtant sur le site, Grebennikov a récupéré des parties du nid, le nid d'abeilles familier, et est retourné à son bureau. Là, il a remarqué le phénomène le plus inhabituel. Lorsqu'il a mis sa main sur le nid d'abeilles, il a pu sentir une chaleur s'en émaner, une sensation thermique qui lui a donné la tête qui tourne. Il a demandé à d'autres d'essayer, et ils ont rapporté de la même manière, ressentir de la chaleur ou du vent froid, avoir des engourdissements dans les doigts ou avoir l'impression que leurs mains étaient poussées. Plus étrange encore, la cause de cela n'a pu être mesurée par aucun appareil scientifique traditionnel.
Grebennikov a noté que les thermomètres, ou les détecteurs à ultrasons, les magnétomètres et les électromètres n'y ont pas du tout réagi. De plus, l'effet ne pouvait pas être bloqué en recouvrant, même avec un morceau de métal épais. Étrangement, les horloges, à la fois mécaniques et électroniques, ont commencé à fonctionner de manière imprécise lorsqu'elles ont été placées près de la zone. Par hasard, Grebennikov avait découvert l'effet structurel de cavité, XC, qui est ce qu'il appelait ce type de champ de force qui entourait des objets caverneux en nid d'abeilles. Croyant qu'il s'agissait d'une découverte importante et potentiellement révolutionnaire, Grebennikov a publié un article sur ces découvertes. Étonnamment, l'article est passé inaperçu ou ignoré dans la communauté scientifique traditionnelle. Ainsi, Grebennikov a été laissé pour continuer le travail lui-même. Si son statut d'entomologiste était probablement au moins en partie responsable de l'indifférence de la communauté scientifique, c'est cette vocation qui permit à Grebennikov sa prochaine percée majeure, une découverte qui allait tout changer. Antigravité cachée dans la nature. Alors qu'il approfondissait ses études, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Comme Grebennikov l'a décrit, à l'été 1988, j'ai observé au microscope des coquilles d'insectes en chitine, leurs antennes duveteuses, des lamelles d'ailes de papillons de la plus belle structure, des ailes ajourées d'Alosmouni avec un jeu lumineux et d'autres brevets naturels. Je m'intéressais à une microstructure inhabituellement rythmée de certaines parties d'insectes assez gros. C'était une composition extrêmement ordonnée, qui semblait avoir été pressée par une machine automatique compliquée selon des conceptions et des calculs spéciaux. À mon avis, cette structure alvéolaire incomparable n'était nécessaire ni à la solidité ni à la décoration de cette partie. Je n'ai même pas remarqué quelque chose ressemblant à un micromotif aussi inhabituel et étonnant, ni sur les parties d'autres insectes, ni dans le reste de la nature, ni dans la technologie ni dans l'art. En raison du fait qu'il était multidimensionnel, je ne pouvais pas le copier dans un dessin plat ou une photographie. Pourquoi un insecte a-t-il cela? Cette structure est située dans le fond des caissons d'ailes et est presque toujours cachée. Il ne peut être vu que lorsqu'un insecte vole, mais qui peut faire ça? Je me doutais que cela pouvait être une balise de vague ayant mon effet de structure multicavitaire. Durant cet été vraiment joyeux, il y avait beaucoup d'insectes de cette espèce et je les ai attrapés à la lumière le soir. Ni avant ni après cela, je n'en ai observé ni un si grand nombre ni même des individus isolés. J'ai placé une petite lamelle de chitine concave sur une table de microscope afin d'observer à nouveau ces étranges cellules en utilisant un fort grossissement. J'ai regardé un chef-d'œuvre régulier du bijoutier nature et, sans aucun but, j'ai mis une autre lamelle avec ces cellules insolites situées sur un de ses côtés sur la première lamelle par pince à épiler. Mais la pièce a été retirée de la pince à épiler, suspendue en l'air pendant quelques secondes sous la lamelle, qui reposait sur la table du microscope, tournée dans le sens des aiguilles d'une montre, déplacée, dans l'air. Vers la droite, tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, basculée et ensuite seulement tombée rapidement sur la table. Un lecteur ne peut qu'imaginer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Après avoir pris conscience, j'ai attaché quelques lamelles avec un morceau de fil. C'était difficile et possible seulement si je les prenais verticalement. J'ai donc fait une sorte de bloc de chitine multicouche. Je l'ai posé sur une table. Même une chose relativement lourde comme une punaise ne pouvait pas reposer dessus, quelque chose la soulevait puis la mettait de côté. J'ai fixé la punaise en haut du bloc et puis des choses tellement incroyables ont commencé à se produire, en particulier, la punaise a complètement disparu pendant un moment, que j'ai compris que ce n'était pas une balise mais une autre chose. J'étais à nouveau excité et, à cause de l'agitation, tout était comme dans la brume autour de moi. Mais je pouvais me calmer et, dans 2 heures, continuer à travailler. Tout est parti de cet accident. Cette incroyable découverte a fait réfléchir Grebennikov. La science a suggéré que certains insectes devraient être trop gros pour voler, en fonction de la taille de leurs ailes et de la vitesse de leur battement d'ailes. L'effet structurel de la cavité a-t-il été causé par ce nid d'abeilles incomparable, créant une sorte de champ anti-gravité, permettant aux insectes de défier la physique et de voler? Les insectes, en fait, ne volaient-ils pas du tout, mais l'évitaient-ils? La plateforme anti-gravité de Viktor Grebennikov. Suivant cette ligne de pensée, et les travaux d'anciens scientifiques, Grebennikov s'est mis à essayer de créer une sorte de véhicule antigravitationnel.
Pendant des années, il a travaillé dur, s'investissant corps et âme dans le projet, jusqu'à ce qu'il trouve finalement quelque chose possédant des caractéristiques apparemment étonnantes. Et, en 2 ans de travail laborieux, un avion anti-gravité est apparu. Un avion aux caractéristiques étonnantes. Il est invisible, n'a pas besoin de moteur traditionnel tel que nous l'imaginons, et n'a ni aile ni hélice. C'est silencieux. Atteindre facilement une vitesse de vol sûre de 1500 km/h, jusqu'à 300 mètres du sol, qui n'est pas ressentie par un pilote, il n'y a ni propriété d'inertie d'un corps en mouvement ni influence thermique de l'air ambiant sur l'avion, ou la pression dynamique ou d'autres effets. Il a également une conception très simple, un poteau avec 2 poignées placées sur une plateforme ouverte. De plus, en vol, l'appareil était invisible d'en bas, n'apparaissant que sous la forme d'une sphère lumineuse ou d'un nuage dans le ciel. Les observateurs ont remarqué que même son ombre manquait en vol et que sa montre se déplaçait constamment vers l'avant ou vers l'arrière. Invisibilité du plan de gravité. La lumière pouvait venir librement dans la sphère autour de Grebennikov, dans la zone d'influence du champ créé par les filets, mais ne pouvait pas revenir. C'est pourquoi Grebennikov était invisible. Il pouvait tout voir car la lumière atteignait sa rétine. Mais aucun faisceau réfléchi ne venait de lui car toute la lumière, un flux de particules venant de l'extérieur, était absorbé par le processus généré par les filets, c'est-à-dire que la lumière était utilisée, un flux de particules apportant le carburant au filet. Lorsque Grebennikov se tenait au sol, il était visible parce que les stores étaient pliés et ne fonctionnaient pas, il n'absorbait donc pas la lumière ni aucune autre particule. Dès qu'il a commencé à monter et à augmenter la puissance, augmentant le carré des fans, il a commencé à devenir invisible en douceur, pas soudainement. Bien sûr, l'invisibilité était totale pendant le vol et, au retour, le processus était le même. C'est pourquoi, lorsque Grebennikov volait bas au-dessus du sol, et générait une faible puissance, il devenait visible, jeté ombre. La même chose s'est produite lors de l'atterrissage rapide, en mode tombé comme une pierre, lorsque les stores ont été pliés, il est devenu pleinement visible. C'est pourquoi il a été possible de photographier Grebennikov lors du décollage, alors qu'il volait bas. Mais lorsqu'il volait au-dessus de la cime des pins, il était impossible de photographier Grebennikov car il n'y avait pas de faisceau réfléchi de lui, il était donc invisible. La suppression des recherches de Viktor Grebennikov. Humble face à une telle invention qui pourrait changer le monde, Grebennikov pensait que la soi-disant vraie science devrait enquêter sur sa découverte. Ainsi, il a déposé un brevet. Étonnamment, sa demande de brevet a été catégoriquement refusée, tandis que Grebennikov a été rejeté et appelé par des sceptiques et d'autres scientifiques. Cela n'a certainement pas aidé qu'il manque de preuves photographiques, car son appareil photo fonctionnait mal pendant les vols en raison de l'effet des structures caverneuses. Mais l'accueil qu'il a reçu pour une invention aussi apparemment révolutionnaire représentait la relation antagoniste que Grebennikov avait entretenue avec la pensée de l'establishment tout au long de sa carrière. Il n'a pas hésité à cela, affirmant « La joie d'un travail créatif, même d'un travail qui se termine par un échec, est bien plus élevée et plus brillante que l'obtention de diplômes, de médailles ou de brevets et décrivant ceux avec qui il était en désaccord comme des gens malfaisants et ignorants. » Mais peut-être que la réception de l'invention de Grebennikov a dépassé le simple antagonisme. En 1992, sa demande de brevet ayant été rejetée, Grebennikov a cherché à publier un livre détaillant sa découverte, les principes et les mesures de son invention soutenus par une litanie d'images en couleur. Il a été dit que cela inclurait des photographies d'une démonstration de la machine que Grebennikov a donnée dans un musée. Cependant, des relecteurs et un éditeur, et, éventuellement, les autorités compétentes, ont expliqué à Grebennikov qu'il est interdit de publier de telles informations. Ainsi, Grebennikov a dû retirer des fragments du texte et le rafistoler. C'est pourquoi beaucoup d'astuces et de clés sont restées dans le livre. Afin de supprimer complètement les informations sur la plateforme, il a dû réécrire tout le livre. Initialement, ce volume total du livre était de 500 pages et 400 images colorées. 2 photographies du vol de Grebennikov ont été laissées dans le livre car elles étaient déjà connues des gens. En conséquence, le volume total du livre était de plus de 300 pages et il y avait beaucoup d'images de papillons inappropriées à la fin du 5e chapitre.
Bien que Grebennikov n'ait pas pu publier la description de l'invention, il a essayé de dire au lecteur les principes fondamentaux de ses inventions par des indices. Pourquoi, en même temps que Grebennikov était interpellé par les sceptiques, la preuve de son invention était-elle subvertie? Selon un collègue de longue date, Grebennikov faisait partie d'un soi-disant clandestin scientifique qui a été persécuté et victimisé par l'establishment scientifique et les autorités gouvernementales. Compte tenu de l'argent que les gouvernements étaient certes et prétendument dépensés à la recherche des secrets que Grebennikov avait apparemment découverts, il n'est peut-être pas surprenant que sa découverte soit supprimée. La technologie anti-gravité dans les temps anciens? Peut-être que Grebennikov était tombé par inadvertance sur quelque chose de plus puissant, et donc plus dangereux qu'il n'aurait pu l'imaginer, un pouvoir profond et presque mystique recherché par les humains depuis des siècles, rêvé avec chaque observation d'ovnis ou artefacts humains inexpliqués. Considérez la grande pyramide de Gizeh en Égypte, une structure si incroyable que des générations de penseurs profonds ont spéculé sur la façon dont une société ancienne aurait pu créer une telle chose. C'est un mystère si inexplicable que certains ont suggéré que les anciens devaient avoir accès à une sorte de technologie extraterrestre. Ce n'est peut-être pas aussi farfelu qu'il y paraît. Des recherches récentes montrent que la pyramide centralise et transporte l'énergie électromagnétique dans les chambres intérieures et vers le haut, comme dans le nid d'abeilles de Grebennikov. De plus, là où les coquilles de tchitline provenant d'insectes alimentaient la machine volante de Grebennikov, le scarabée était un symbole d'une importance vitale dans la mythologie égyptienne, souvent représenté dans l'art et l'icône. Étrangers ou non, il semble que les Égyptiens aient pu avoir accès à un savoir perdu depuis pour les êtres humains, assoiffé par les gouvernements, et redécouvert par Grebennikov des siècles plus tard. Ce que Grebennikov a découvert exactement est inconnu à ce jour. Cela peut sembler incroyable, mais le mystérieux le fait généralement jusqu'à ce qu'il devienne réalité. Avant sa mort en 2001, Grebennikov nous a laissé ces mots: « Il n'y a pas de mysticisme, le fait est simplement que nous, les humains, savons encore peu de choses sur l'univers qui, comme nous le voyons, n'accepte pas toujours nos règles, hypothèses et ordres trop humains. » Le livre de V. Grebennikov est écrit dans un style hautement artistique et a été illustré par l'auteur lui-même. Son contenu est une empreinte digitale particulière du système de richesse spirituelle, de l'idéologie écologique et de l'autobiographie entomologique de l'auteur. Certainement, par beaucoup de lecteurs, le livre sera perçu, pas plus que la conclusion générale populaire de l'expérience de 60 ans du spécialiste dans le domaine des secrets du monde des insectes, agrémenté par les éléments de la science-fiction. Je peux dire que je n'ai pas vu de chercheurs scientifiques diligents et véridiques et d'expérimentateurs talentueux et qualifiés. Malheureusement V. Grebennikov et ses travaux pionniers sont bien connus avantageusement dans le milieu scientifique dit souterrain russe. Mais, l'ouverture d'une telle échelle, à ma profonde conviction, ne devrait pas être enterrée dans les manuscrits, uniquement parce qu'un pragmatisme scientifique n'est pas encore au pouvoir. Qu'il en soit ainsi, ce livre scientifique populaire sera pour ce soi-disant scientifique de la science-fiction. À chacun sa foi, mais juste un ennui si sa foi est aveugle. Mais avoir des yeux, verra.